rappelons que le 6 mai 2012, pour son élection, le soir de son élection, François Hollande avait demandé à être jugé principalement sur la jeunesse. Et le 23 avril dernier, pour le premier tour de la présidentielle, selon les sondages, près de 30% des jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et 21% pour Marine Le Pen. Ce qui fait que 50% des jeunes ont voté pour une orientation politique totalement différente que celle qu'a défendue François Hollande et que vous avez défendue par conséquent durant votre mandat. Alors qu'est-ce que vous avez manqué ? Est-ce que le bilan ne répond pas à la préoccupation qui était celle avancée par François Hollande ? Moi, je me lève contre cette approche. Je considère que nous avons travaillé en direction de la jeunesse. Alors comment vous expliquez ces résultats ? Laissez-moi dérouler mon explication. Et après, je viendrai bien sûr à votre question. Mais on est parti en 2012 de rien ou de presque rien. Une éducation nationale massacrée, des services civiques qui avaient été lancés, mais moins de 20 000 services civiques en 2012, aujourd'hui 150 000 pour la seule année 2017. Le RSA jeune activité qui était un échec, moins de 10 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est la prime d'activité qui est donnée à tous les jeunes salariés modestes en France de moins de 25 ans, et c'est aujourd'hui 500 000 jeunes qui ont la prime d'activité quand ils la sollicitent. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut solliciter cette prime d'activité quand on a un salaire inférieur à 1 500 €. C'est un droit, c'est important. Donc je considère, pour ma part, qu'en matière de logement, en matière de bourse, en matière de santé, en matière de loisirs, en matière d'emploi, en matière d'engagement avec le service civique, en matière de lutte contre les exclusions avec la garantie jeune pour les jeunes qui sont le plus en difficulté, j'en oublie des meilleurs. Oui, le bilan est un bilan positif. Et le drame, et vous avez raison de le souligner, je reviens à votre question, le drame c'est que, entre guillemets, comme on dit chez les jeunes, ça n'a pas imprimé, quoi. Ça n'a pas imprimé, et on se retrouve aujourd'hui avec une jeunesse qui finalement a pris toutes ces bonnes mesures comme étant finalement que justice, et sans peut-être renvoyer à ceux qui ont porté ces politiques le bénéfice électoral en tant que tel. Il a peut-être manqué une ou deux grandes mesures symboliques qui n'ont pas été prises en charge. Peut-être que le vote à 16 ans aurait été une mesure symbolique qui aurait éclairé toutes les autres. Mais je revendique l'idée que comme un peintre devant un tableau impressionniste, il y a eu plein de petites touches. Il faut prendre un peu de recul pour voir la cohérence et la beauté de la réalisation. Donc oui, ce bilan est un bon bilan pour la jeunesse. Le chômage a baissé chez les jeunes, et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous avons travaillé sur tous les aspects de la jeunesse, et y compris en n'oubliant jamais que l'éducation nationale a aussi été porteuse d'une grande réforme. Je vous rappelle que nous étions à 75 milliards d'euros consacrés dans le budget de la France à la jeunesse en 2012, et que nous allons terminer 2017 à 91 milliards d'euros. Voilà, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et alors, justement, vous parliez tout à l'heure d'un sentiment d'injustice, peut-être, qu'on a pu ressentir de la part de la jeunesse. C'est un sentiment qu'on a plusieurs fois ressenti pendant le quinquennat. Et justement, je voulais vous interroger sur... Injustice, le mot est un peu fort. Je dirais que la gratitude n'est pas toujours au rendez-vous des politiques. C'est dit poliment. Et justement, la classe politique, et notamment vous, valorisez beaucoup l'engagement des jeunes quand ils passent par l'associatif, par le service civique, par les conseils de jeunesse citoyenne. Mais lorsque les jeunes se politisent et descendent dans la rue, on observe souvent, nous, en tant que jeunes, on entend tous les discours et on les reçoit, des discours qui sont des discours de peur, en fait, d'une peur de cette jeunesse qui s'engage. Et alors parfois, mais souvent de la part de l'opposition, de délégitimation, parfois aussi. Mais voilà, souvent un discours de peur, et du coup, il y a des affrontements qui ont lieu entre la jeunesse et les forces de l'ordre qui contribuent encore à creuser la fracture générationnelle en politique. Et selon vous, pourquoi cette peur de la jeunesse qui s'engage dans la rue ? D'abord, s'engager dans la rue est un droit. C'est un droit constitutionnel, et les jeunes et les moins jeunes ont le droit de dire on n'est pas d'accord avec l'action gouvernementale en tant que telle. Ce que je tiens à dire, c'est que s'il y a eu des incidents, notamment pendant la période de l'adoption de la loi El Khomri, la loi travail. La loi travail, aux manifestations pour Théo aussi. Ces incidents sont venus essentiellement de casseurs. D'ailleurs, j'ai envie de dire que pour moi, ce n'est pas des jeunes et des moins jeunes, c'est des casseurs. La jeunesse qui a défilé a essentiellement défilé de manière pacifique,
avec des slogans durs parfois contre le gouvernement, mais c'est normal, c'est la démocratie. Mais les casseurs, justement, sont souvent des groupes qui sont ultra politisés, Oui. au contraire de ce qu'on peut entendre dans les médias où on entend parfois que ce sont des gens qui profitent des manifestations. Non, mais C'est souvent une jeunesse qui est ultra politisée. Qui a un projet de société visant à désorganiser le pouvoir politique en place. Donc on a toujours connu ça. Mais c'est peut-être en France quelques centaines, quelques milliers de jeunes. Donc moi je ne confonds pas les 8 millions de jeunes en France avec une extrême minorité qui considère qu'elle peut faire passer son message politique par la dégradation notamment de biens communs. Donc je ne compare pas. Pour moi, ce n'est pas un problème de jeunesse, c'est un problème d'engagement politique. Et vous pensez qu'hormis ces casseurs, la classe politique n'a pas peur justement de cet engagement des jeunes, même l'engagement régulier justement par des manifestations non violentes? Très honnêtement, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas peur. Oui, non, mais... Ce lieu où je vous reçois aujourd'hui, un peu formel, les Ordres de la République, sur la forme consacrée, est un lieu où j'ai reçu énormément d'organisations de jeunesse et pas toujours des organisations favorables à l'action du gouvernement. Moi, je crois au dialogue et je crois au sens des responsabilités. Vous savez, dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté, devenu une loi Égalité et Citoyenneté, si j'ai proposé plus de droits pour les jeunes, la reconnaissance de l'engagement dans le parcours universitaire, un meilleur accompagnement de la protection sociale de la jeunesse, l'inscription dans le marbre des conseils de jeunes dans les collectivités territoriales, c'est parce que je considère que la jeunesse n'est pas l'avenir de la France. C'est pas l'avenir de la France, la jeunesse. C'est son présent. C'est son présent. Et celui qui vous parle a été à votre place à une autre époque. Donc ça peut sembler curieux, et un jour vous serez aussi vieux que moi, je l'espère en tout cas. Ce n'est pas un statut, la jeunesse. C'est une étape dans la vie, mais une étape essentielle pour notamment les questions de citoyenneté. Donc tout doit être fait quand on est en responsabilité, soit au plan local, soit au plan national, pour que la jeunesse puisse s'émanciper, s'autonomiser. Et je reviens à votre question de tout à l'heure, monsieur. Je considère qu'aujourd'hui, peut-être, il aurait fallu une ou deux mesures emblématiques, encore une fois, qui auraient éclairé ce bilan que moi j'estime positif. Vous aviez prévu dans la loi Égalité et Citoyenneté un renforcement du service civique, une plus grande ouverture de ce service aux réfugiés notamment. Et justement, comment, dans cette campagne, on a beaucoup opposé service civique obligatoire, service militaire obligatoire. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'il y ait un service obligatoire pour les jeunes? Ou est-ce que ça perdrait leur essence justement de bénévolat de le rendre obligatoire? Tout d'abord, le nouveau président de la République n'a pas remis en cause le service civique. Non, mais il a voulu le service militaire obligatoire. Mais il veut en plus créer un service national, service militaire d'un mois obligatoire pour toute une génération. Ça veut dire concrètement 800 000 jeunes qui passeraient un mois. Je pourrais revenir sur les éléments techniques qui me paraissent compliqués à mettre en œuvre. Je pourrais revenir sur les éléments financiers qui ne sont pas neutres non plus. Et je pense que la jeunesse ne demande pas cela. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai interrogé les jeunes qui étaient en service civique, pensez-vous qu'il faille rendre obligatoire le service civique? Je ne parlais pas du service national. La réponse est non. Faites-nous confiance. Croyez en notre force d'engagement sans que le service civique, ou demain un service national, devienne une sorte de corvée pour nous. Tous les jeunes n'ont peut-être pas besoin de faire un service civique ou un service national. Mais ceux qui le veulent doivent pouvoir le faire de manière claire. Et aujourd'hui, quand je vous évoque 150 000 jeunes en service civique en 2017, je sais qu'il y en aura encore 200 ou 300 000 qui aimeraient en faire un et qui ne pourront pas le faire. Donc je crois beaucoup à l'engagement, au volontarisme et pas au caractère de corvée que représentait un service civique obligatoire. Par contre, là où je rejoins un peu Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, c'est sur le fait que la journée défense citoyenne, la fameuse JDC, d'une journée, ne répond pas aux objectifs de l'intégration, et vous l'avez passé en particulier. Pour ça que dans un ouvrage que j'ai commis récemment, qui s'appelle « La relève, osons la jeunesse », j'évoque l'idée d'une quinzaine citoyenne. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on considère qu'un jeune est pris en charge par la collectivité, par l'État, sur différents modules,
de responsabilisation, de connaissance de l'histoire du pays, de connaissance des institutions, sur sa santé, sur ses droits. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas leurs droits. Et 15 jours plutôt qu'une journée, avec un hébergement, je pense que ça répondrait beaucoup plus à la vocation que souhaite aujourd'hui la jeunesse, c'est-à-dire être reconnu non pas comme un handicap pour une société, mais comme une chance, à condition qu'on nous donne les moyens de s'épanouir. Notre média a justement vocation à porter la parole de tous les jeunes et de jeunesse qui se revendiquent comme multiples. Alors justement, qu'avez-vous fait concrètement pour la jeunesse d'outre-mer dont on a vu par les mobilisations récentes qu'elle considère avoir très peu de perspectives d'avenir? C'est évident que le caractère ultramarin de territoire de la République constitue un handicap lié tout simplement au caractère isolé d'une île ou à son éloignement de l'Hexagone. Et donc, moi, je suis très attaché à ce que les chances en Outre-mer soient aussi développées que dans n'importe quel territoire de l'Hexagone. Je n'ai pas toute la compétence sur l'Outre-mer, mais toutes les mesures de service civique, de garantie jeunes, etc., j'ai toujours veillé à ce que nos services soient mobilisés pour bien les mettre en œuvre. Parce que souvent, en Outre-mer, on manque d'ingénierie dans les collectivités locales par rapport à ce qui peut exister dans l'Hexagone. Donc, c'est une particularité française. L'Outre-mer aujourd'hui doit être une priorité des pouvoirs publics français parce que le chômage est plus important, parce que le climat est plus dur qu'ailleurs et que les clichés sur la beauté des plages et le soleil ne tient pas longtemps quand on voit les quartiers prioritaires de la ville dans ces territoires.